Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Prolongement de l'état d'urgence en Guinée, entré en vigueur le 26 mars dernier. L'état d'urgence est prorogé d'1 mois, une mesure qui suscite l'inquiétude de certaines ONG. Elles craignent une instrumentalisation de la crise sanitaire à des fins de répression. Levée de l'isolement de la capitale nigérienne Niamey, une décision prise après des violences dans la ville dès la fin du mois de mars. Les protestataires réclamaient une réouverture des lieux de culte. Et enfin, reprise des vols d'Air France vers le continent africain. Une annonce qui ne fait pas l'unanimité auprès de certains chefs d'État, notamment auprès du président sénégalais Macky Sall, qui évoque une attitude condescendante. La Guinée prolonge son état d'urgence. Au cours d'un discours à la nation, le président Alpha Condé a prorogé l'état d'urgence sanitaire en vigueur depuis le 26 mars dernier au 15 juin prochain. Si des mesures ont été assouplies comme le couvre-feu nocturne, des défenseurs des droits humains restent en alerte. L'ONG Human Rights Watch notamment craint que le gouvernement instrumentalise la crise sanitaire pour mener une répression envers les opposants à la réforme constitutionnelle. Ashley Duprat et Philomène Tine. En Guinée, l'état d'urgence a été prolongé. À l'occasion d'une adresse à la nation au soir du vendredi 15 mai, durant laquelle il dressait un état des lieux du pays face à la pandémie de coronavirus, le président Alpha Condé a annoncé le maintien de l'état d'urgence pour une durée d'1 mois. Après consultation des différents acteurs de la riposte contre la maladie à coronavirus, j'ai décidé de nouvelles mesures ci-après. L'état d'urgence est reconduit pour une durée d'1 mois à compter de ce jour. Le couvre-feu passe de 22h à 5h du matin pour la zone de Grand Conakry, Koya et Dubreka. Et il est levé entièrement pour l'intérieur du pays à compter de ce jour. En dehors des lieux autorisés, la mesure relative au rassemblement des personnes à l'intérieur du pays est allégée avec le regroupement passant de 20 à 100 personnes au maximum. À compter de ce jour, un allègement qui intervient seulement quelques jours après des montées de violence à Koya et Dubreka, mais aussi à Kamsar, des localités où 7 morts étaient à déplorer au soir du 12 mai dernier. Au cœur des heurts, des barrages routiers relatifs à la lutte contre le virus et des coupures d'électricité. Des frustrations à l'égard du confinement qui sont partagées par certains observateurs. L'ONG Human Rights Watch notamment, qui voit en ces mesures restrictives une manière déguisée de l'État de réprimer les opposants. La prolongation de l'état d'urgence sanitaire est synonyme de la prolongation de la souffrance de la population parce que le gouvernement guinéen n'a qu'un seul objectif, la répression des opposants au 3e mandat en faveur de M. Alpha Condé. Depuis que l'état d'urgence sanitaire a été décrété en Guinée, nous sommes aujourd'hui à 57 opposants au 3e mandat, arrêtés et détenus dans les différentes prisons du pays. Le régime ne l'entend de son côté pas de cette oreille. Répondant aux accusations de Human Rights Watch, le ministère de la Santé a récusé les mots de répression violente contre l'opposition, mais a néanmoins concédé que d'éventuels dérapages auraient pu avoir lieu le 22 mars dernier, date du très controversé référendum. Au Niger, le gouvernement a levé l'isolement de la capitale Niamey ce vendredi 15 mai. Sous la pression de la rue depuis des semaines, le gouvernement a fait le choix d'alléger les mesures restrictives mises en place en mars dernier dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Des violences avaient en effet éclaté dans la capitale pour réclamer la réouverture des lieux de culte en avril dernier. Ashley Duprat et Philomène Tine. La vie reprend son cours à Niamey. L'isolement sanitaire de la capitale nigérienne a été levé le vendredi 15 mai par le gouvernement qui a fait le choix d'annoncer cette levée par le biais d'un communiqué lu à la radio d'État. Compte tenu de l'amélioration de la situation de la pandémie du Covid-19, le Conseil des ministres a décidé de la levée d'isolement de Niamey et conséquemment la libération des activités de transport interurbain de passagers. La fin de l'isolement vient donc s'ajouter à la levée du couvre-feu nocturne dans la capitale, ainsi que la réouverture des lieux de culte annoncée le 12 mai dernier par le gouvernement. Les écoliers pourront également reprendre les cours le 1er juin à venir. Un véritable soulagement pour les populations
qui étaient au cours du mois d'avril descendus dans les rues pour dénoncer la fermeture des lieux de culte. 300 émeutiers présumés ont été arrêtés entre le 17 et le 21 avril. Les cas qui sont identifiés par jour, ce n'est pas tellement important et que par conséquent, il est possible de lever un certain nombre de mesures pour permettre à ce que l'économie puisse reprendre. Maintenant, du point de vue pratique, quand on observe un peu le comportement des populations par rapport aux mesures, notamment les gestes barrières et autres, qui ne sont pas du tout respectés, on se pose bien des questions. Est-ce que c'est une bonne chose que dans la précipitation de dire, bon, on va déconfiner Niamey, pendant que toutes les régions du pays sont pratiquement touchées? La crainte, c'est de voir encore la pandémie repartir avec beaucoup plus d'acuité. C'est vraiment inquiétant, on va voir ce que ça va donner. Ce retour à la normale reste pour autant tributaire de l'évolution de la courbe épidémiologique. Le gouvernement l'a de nouveau martelé dans son communiqué. Il se réserve le droit de reconsidérer ses décisions. Air France veut reprendre dès juin 2020 ses vols vers l'Afrique. Une décision unilatérale du transporteur aérien français qui provoque un tollé sur le continent. Pour plusieurs chefs d'État, à l'image du président sénégalais Macky Sall, cette décision est le signe, je cite, d'une attitude condescendante de la France envers les pays africains. De son côté, le Sénégal n'a encore rien décidé concernant une potentielle réouverture des frontières. Les précisions de Nathalie Mo. Scandale en Afrique. Alors que la plupart des pays africains n'ont pas encore décidé de la date précise de l'ouverture des frontières et de l'accès à leurs espaces aériens sans les avoir au préalable consultés, la compagnie nationale française Air France a annoncé unilatéralement des dates de reprise de ses vols commerciaux en juin. Une décision unilatérale qui a provoqué la colère du président Macky Sall qui a jugé le comportement de Air France comme une attitude condescendante de gens qui prennent encore les pays africains pour des colonies. On a préparé pour le monde entier, mais pour l'Europe et en particulier la France, un plan de redémarrage de l'industrie en 3 phases. D'abord les marchés domestiques à la fin du 2e trimestre, c'est-à-dire au mois de juin. Ensuite au 3e trimestre, à partir de juillet, on aimerait rouvrir les marchés continentaux, c'est-à-dire l'Europe, l'Amérique du Nord ou l'Asie-Pacifique. Et ensuite au 4e trimestre, l'intercontinental. Air France est sommée de cesser toute communication sur les vols au Sénégal. Par ailleurs, la reprise des vols de Air France vers l'Afrique, qui lutte avec acharnement et intelligence contre la pandémie du Covid-19, fait craindre une recrudescence des contaminations dans les pays concernés. La France étant l'un des pays les plus contaminés au monde dans le cadre de la pandémie du coronavirus, de nombreux experts affirment que ce sont les vols entre la France et les pays africains qui ont contribué à l'augmentation de la contamination urbaine dans certaines capitales. Finalement, le coronavirus, ce n'est pas qu'on va en finir, mais on va apprendre à vivre avec. Que Air France, comme d'autres compagnies aériennes, décide de reprendre les vols, bien entendu, la réponse est très simple, c'est commandé par des besoins économiques. En le faisant, bien entendu, il faudra être en mesure de s'assurer qu'un minimum d'organisation est mis en place pour être en mesure d'éliminer le plus possible les risques de contagion. Par ailleurs, aucune compagnie du continent ne pouvant exercer de vol vers la France pour des raisons de pandémie de Covid-19, l'espace aérien de la France et de la zone Schengen étant fermé jusqu'à nouvel ordre aux vols internationaux, il apparaît incompréhensible que des vols Air France puissent desservir l'Afrique afin de protéger les populations des grands centres urbains africains d'une possible contagion massive nouvelle par des vols Air France. De nombreuses organisations réclament la suspension de toute initiative des vols d'Air France vers le continent. La dette africaine continue de remuer les hautes sphères de la créance mondiale. Un groupe de créanciers privés s'oppose à un allègement global de la dette des pays africains. Ils estiment que les dossiers doivent être traités de façon individuelle et non globale. Selon eux, cette approche universelle est précipitée et risque de mettre en danger l'accès aux capitaux. Ange Bijounomegno. La polémique sur la dette africaine continue. 25 créanciers privés qui gèrent plus de 9 000 milliards de dollars d'actifs ont déclaré n'être pas d'accord avec un allègement général de la dette des pays africains. Selon eux, les dossiers doivent être gérés au cas par cas et non de manière globale.
Réunis au sein du groupe de travail des créanciers privés en Afrique, ils disent analyser comment aider les pays africains lourdement endettés à amoindrir l'impact économique du Covid-19. Moi, j'ai toujours levé l'option en faveur de l'examen de la dette africaine au cas par cas. Parce qu'il y a des régimes qui ne se sont pas endettés pour l'Afrique, mais le système de dette, la dette extérieure, a en même temps favorisé un système à vaste échelle de corruption où les gens qui prétendent vous apporter de l'aide sous forme de dette ou d'emprunt ou de crédit récupèrent ce qu'ils vous ont donné de la main gauche, les récupèrent par la main droite par des mécanismes de corruption, des mécanismes de rétrocommission qui sont connus de tous. Bien que le groupe de travail se dit prêt à soutenir certains pays les plus pauvres du monde à contenir l'impact économique du Covid-19, il reste convaincu qu'une solution unique sera contre-productive. Cette déclaration va à l'encontre des appels du G20 qui invitent les créanciers privés à suspendre le paiement de la dette des nations les plus pauvres pour le reste de l'année. L'examen du cas par cas, à mon humble avis, reste la seule façon de rétablir la vérité au lieu de mettre le tout dans un même panier, dans un imbroglio général qui risque d'effacer des responsabilités des uns et des autres. Encore faut-il savoir si effectivement ceux qui se disent être des pays endettés ne sont pas en réalité des véritables créanciers de leurs propres créanciers. Le G20 avait annoncé avoir conclu un accord avec le Club de Paris le 15 avril. Objectif, geler les paiements de la dette des 77 pays les plus pauvres du 1er mai jusqu'à la fin de l'année. 6,28 millions d'euros, c'est la somme approuvée par la Banque africaine de développement en faveur de Sao Tomé et Principe, une aide destinée à financer la première phase du programme d'appui à la réforme économique et au secteur de l'électricité. Ce projet permettra notamment de renforcer une croissance économique inclusive tout en favorisant les investissements privés. Nelly Claude Bessa. Sao Tomé et Principe a bénéficié du soutien de la Banque africaine de développement dans le cadre du programme d'appui à la réforme économique et au secteur de l'électricité. C'est une enveloppe de 6,28 millions d'euros qui a été allouée pour le développement de l'électricité sur l'archipel. Le financement devra favoriser l'augmentation des investissements privés ainsi que la viabilité et l'efficacité de l'alimentation en électricité du pays. Ce financement s'ajoute à un financement précédent qui visait à financer la transition énergétique et les deux vont permettre à ce pays insulaire d'autonomiser son énergie, de diversifier son énergie et augmenter la compétitivité de son économie, de réduire le coût de l'énergie tout en stimulant le secteur industriel. En soutenant les réformes gouvernementales à court terme, le programme financé par la Banque africaine de développement contribuera de manière décisive à maîtriser les dépenses courantes, à mobiliser les recettes et à accroître l'efficacité énergétique du secteur public. Des retombées qui permettront de faire face aux risques budgétaires posés par la Compagnie nationale d'électricité en comblant le déficit de financement du gouvernement de 2019-2021. La diversification d'énergie électrique a beaucoup plus pour but de créer des industries au niveau de Sao Tomé et de diversifier les capacités de production et de transformation des produits agroalimentaires. Précisons que l'opération répond aux priorités stratégiques de la banque, les I5, notamment éclairer l'Afrique et l'alimenter en énergie et améliorer la qualité de vie des populations africaines. La Banque africaine de développement soutient les réformes institutionnelles et politiques de Sao Tomé et Principe depuis 1987. La Fondation africaine pour les technologies agricoles et l'Agence de développement de l'Union africaine ont signé un accord de collaboration. Au cœur de ce projet, la recherche et la commercialisation des produits agricoles en Afrique. Le programme prévoit également de renforcer les procédures de certification des semences ainsi que l'octroi des licences pour bénéficier de nouvelles technologies agricoles. Ameneji. En vue de mettre en place un système de marché pour la commercialisation des produits de la recherche en Afrique, un accord a été signé entre la Fondation africaine pour les technologies agricoles AATF et l'Agence de développement de l'Union africaine NEPAD. En collaboration avec les petites et moyennes entreprises semencières, les défis de la production de semences de base de qualité sont au cœur des attentes. Il y a un problème crucial de l'accès des produits africains au marché occidentaux, internationaux, du fait de la non-satisfaction de ces produits agricoles aux conditions d'accès au marché
par manque de laboratoire, par manque de certification des produits et par manque de traçabilité de ces produits. Basé sur les valeurs fondamentales de l'Union africaine, en particulier la réalisation de l'agenda 2063, le protocole d'accord entre la ATF et le NEPAD concerne le renforcement des politiques et des procédures de certification des semences et d'homologation des variétés pour les deux organisations. Les produits africains, les végétaux africains, les semences venant d'Afrique ont beaucoup de problèmes d'accès à ces marchés et ça rend les produits africains, même s'ils sont bons pour les Africains, invendables. Naturellement, les recettes d'exportation vont être faibles et la pauvreté va continuer à s'implanter dans toute l'Afrique. Il est donc important que les pays africains mettent beaucoup de ressources dans l'ouverture des laboratoires, dans la vulgarisation des procédés. Le protocole d'accord signé assurera l'identification par les deux organisations de projets clés dans les domaines de la coopération agricole en vue d'atteindre efficacement les objectifs visés. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.